retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture. Ce qui ne m'est pas arrivé de faire depuis super longtemps, puisque là, actuellement, mes lectures s'étalent entre autres de juin-juillet jusque là, récemment, moi je tourne au mois de décembre. Quoique j'ai rien de très récent dans ce que je vais vous présenter. Mais du coup, vous allez avoir des vibes d'été, vous allez les ressentir. Comme j'avais énormément de romans à mettre dans des updates, j'ai décidé de faire des updates thématiques, et vous êtes donc aujourd'hui dans la thématique des romances et des livres pour les adultes. Alors, quand je dis pour les adultes, certains peuvent être lus par des ados ou des enfants, mais à visée adulte de base quand même. Vous avez malheureusement l'habitude de ce topo ces dernières années, mais j'ai pris beaucoup trop de retard dans l'écriture de mes chroniques, et du coup, ça va être probablement très flou, mais je vais faire au mieux, et donc je m'excuse d'avance s'il y a des livres où je parle 30 secondes pour faire un résumé, et que j'ai même pas d'avis dessus, parce que c'est loin dans mon petit cerveau. Mais on commence avec une première chronique plutôt complète, puisque je vais vous parler de 13 à table, l'édition 2023, et oui, je vous parle de ça alors que le 2024 vient de sortir, écoutez, c'est pas grave. Et comme d'habitude, je vais pas vous faire des chroniques détaillées parce que c'est un recueil de 13 nouvelles. Je sais pas si on avait exactement 13 cette année, mais du coup je les ai discernées en plus, en moins et en nouvelles où je suis en mode ok et alors. Et du coup je vais juste vous donner quelques mots pour chaque nouvelle. Donc on commence par les négatives. Cyril Lignac, je comprends toujours pas pourquoi il est là, lui. C'est un chef cuistot, pourquoi il nous met une recette dans un livre de nouvelles? Alexandra Lapierre, c'était cringe. Mais genre cringe on n'aime pas. Karine Jebel, c'était très touchant et émouvant, j'ai bien aimé. Raphaël Giordano, j'ai beaucoup aimé, et encore plus les livres humains. Alors je peux pas vous dire exactement ce que c'est, non c'est pas glauque, mais c'est un truc qui vient de sa nouvelle et j'ai beaucoup aimé ça. Agnès Martin-Lugan, c'était trop mignon, et Romain Puertola, ça avait mis un plot twist de qualité. Et ensuite dans les neutres, il y a Mohamed Mbougar, je sais pas si ça se dit comme ça, Sahar. Ça a changé beaucoup des autres nouvelles, mais j'ai aimé sans plus. Françoise Bourdin, il y avait plein d'astuces et de trucs à faire écolo, mais il n'y avait pas beaucoup d'intérêt du point de vue de la nouvelle en elle-même. Marina Carrère d'Ancos, c'était tout mignon tout plein, mais il y a une fin moralisatrice qui gâche tout. Et enfin, François Despnous, c'est un peu compliqué celui-là, et c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive, c'est qu'il arrive à me faire détester un personnage, qui est Trump en l'occurrence, pas que je l'apprécie déjà de base, mais vraiment j'ai eu envie de lui foutre des claques, mais du coup je sais pas si j'aime bien la nouvelle parce que c'est très bien réalisé, pour que je sois à ce point-là vénère après un perso, alors j'ai lu qu'une petite nouvelle. Mais du coup, je suis quand même très énervée quand je lis le truc, vous voyez? Du coup, j'arrive pas à déterminer si j'ai bien aimé ou pas la nouvelle. Je sais pas si je suis très claire. Bref, c'était mon avis sur ce 13 à table. Comme d'habitude, je vais continuer, et pour la bonne action que ça représente, et parce que j'aime bien, je trouve ça fun. Et j'ai la couverture en tête, mais j'ai plus la thématique de l'année prochaine. Enfin, de la prochaine fois que je vous présenterai, vous avez compris. Ensuite, je change complètement de registre, puisque je vais vous parler de La Leçon de Ionesco, Eugène de son prénom, aux éditions Folio Théâtre, et c'est une très vieille édition que j'ai piquée chez mes parents. Donc je vais vous dire pourquoi je l'ai lu, parce que vraiment de base c'est pas mon délire, j'aime pas trop l'absurde, j'avais déjà lu Rhinocéros de Ionesco, j'ai pas aimé, et du coup j'ai pas très envie de le lire, mais je suis allée voir une espèce de croisement entre un spectacle de danse et une pièce de théâtre sur Ionesco et La Leçon, et du coup c'est mes parents qui me l'ont offert à mon anniversaire, et ils m'ont dit ce serait quand même bien que tu te lises la pièce de théâtre avant d'aller voir le spectacle. C'était pas nécessaire que de lire la pièce de théâtre, mais c'était sympa quand même parce que du coup je pouvais anticiper ce qui allait se passer, comme quand nous on lit un roman avant d'aller voir le film quoi. Et donc, de quoi ça parle? On y suit une collégienne, lycéenne, je sais plus quelle tranche d'âge elle a, mais elle est genre en 3ème, et elle va voir son professeur particulier pour avoir sa toute première leçon avec lui, et c'est un prof particulier un peu space, on va dire ça comme ça. Et c'était très absurde comme d'habitude, mais quand même plus accessible, et ça m'a plu, ce qui m'a surprise, je vais pas mentir. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que c'est assez court, et je rappelle c'est du théâtre, donc vous imaginez bien que c'est encore plus aéré qu'un roman. Bref, c'est absurde, il y a que 3 personnages, moi j'ai trouvé ça assez sympa, très what the fuck. Et petite mention pour la pièce de théâtre slash spectacle de danse qui était trop bien, dont j'ai adoré l'adaptation. Et attendez-vous à une fin, encore une fois, what the fuck, qui m'a été confirmée par la pièce de théâtre parce que je suis pas sûre que j'avais compris à 100% de quoi il s'agissait dans la pièce de théâtre à proprement parler, mais l'adaptation m'a aidé quand même. Non, c'était pas que l'adaptation m'avait aidé, c'est que dans la pièce slash spectacle, ils ont rajouté un élément de plus pour qu'il y ait plus que 3 danseurs. C'est surtout ça. Bon écoutez, au pire ça fait doublon, mais je suis convaincue de vous avoir déjà chroniqué des trucs, et je ne retrouve pas les vidéos où j'en parle, donc je suis un peu confuse. Mais que voulez-vous, au pire, je dis 2 fois les mêmes choses, et
je vous invite à accélérer la vidéo. Je suis convaincue de vous avoir déjà parlé de Comme dans un roman d'été ou Comme un roman d'été, ça dépend du format. Il a perdu ou il gagne un dent, que voulez-vous. D'Emily Henry aux éditions Pocket ici. J'ai tenté de le lire en audio sur Nextory et pour une fois, je ne vais pas vous conseiller d'aller sur Nextory du tout. Pas que ce soit la faute de Nextory, pas du tout, mais la narratrice de l'histoire est absolument affreuse. Je suis désolée pour cette personne, m'étonnerait qu'elle passe par là, mais quand même. Elle fait des voix immondes. Autant la voix de base ça va, et encore, autant les voix qu'elle fait à côté c'est horrible. Ah, elle essaye de se donner un genre pour faire des voix masculines, genre j'ai une voix super grave, mais comme c'est une femme ça rend pas du tout. Genre vraiment comme je viens de faire, hein, j'exagère pas. Ou alors il va y avoir la collègue ou la pote relou comme ça, qui parle comme ça, et franchement qui a envie d'écouter un livre audio où une meuf parle comme ça quoi hein. Voilà. Bref, vous avez une idée du truc, c'est non. C'est non. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, de base je voulais pas l'acheter, mais j'ai réfléchi, je voulais le mettre en pause et me dire non mais j'arrête, stop, j'abandonne. Et j'ai réfléchi, je fais non mais je crois que le problème c'est la narratrice, c'est pas le livre en lui-même. Donne-lui une chance sous format papier. C'est ce que j'ai fait, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que j'ai fini par lui mettre 8 sur 10 quand même. On va commencer par ce qui ne m'a pas plu, au-delà du livre audio dont je vous ai déjà parlé. Ça discute beaucoup de la hiérarchie, selon les élitistes, entre les genres littéraires. Ça, c'est cool, ça m'a plu, ça, c'est sympa. Mais du coup, ça a beaucoup parlé de littérature féminine. Et non. Déjà, le fait que la romance soit en dessous pour les monsieur et madame prout-prout du haut, très élitiste, que la romance ça soit nulle, c'est déjà pas ouf, mais c'est pas, ça vient pas d'elle. Par contre, le fait qu'elle appelle ça constamment la littérature féminine, j'étais en mode bah non. Genre n'importe qui a le droit d'en lire, les mecs aussi. Pourquoi résumer ça à ça? C'est encore pire. Ensuite, on a un trope que j'adore, c'est le He Falls First. Donc il est tombé amoureux en premier, je sais pas comment vous le dire autrement. Mais du coup il y a ce trope là-dedans et j'ai adoré. D'ailleurs je me rends compte que je vous ai pas fait le synopsis. Pour le synopsis, donc on suit Augustus et on suit, comment elle s'appelle elle, January. Putain mais rien qu'à voir son nom, je me rappelle comment la narratrice le prononçait dans la voix d'un certain personnage et vraiment j'en ai le poil qui se hérisse tellement c'était immonde. Bref, donc January et Augustus sont tous les deux des auteurs à succès, elle de romance, lui de policier ou de polar, je sais plus. Et en fait, elle va arriver dans la deuxième maison de son père, parce qu'en fait son père avait une double vie mais il est décédé, et son objectif c'est de tout nettoyer pour la vendre. Et en même temps elle est en galère parce qu'elle a plus d'inspiration pour écrire ses romans d'amour, puisque bah elle a un peu perdu foi en l'amour à cause de son père. Du coup, elle va s'installer là pour faire une espèce de retraite et en même temps dégager la baraque. Et en face, il y a Augustus Everett, qui lui essaye d'écrire son polar et est aussi un petit peu en manque d'inspi. Et ils vont finir par se lancer le défi de publier un livre dans le style de l'autre, et le premier qui y arrive a gagné. Et donc big up au concept de base, parce que j'ai jamais vu ça dans une romance, et c'est quand même très très chouette comme concept, et il a été plutôt bien mené. Ce livre-là, ça a été le livre parfait pour être la bonne lecture d'été, pas prise de tête, qui se lit vite, sans pression, sans rien, bref, c'était une très chouette lecture. Et enfin, le dernier point à soulever, c'est que j'ai beaucoup aimé la mise en avant de comment est-ce qu'on fait pour pardonner ou non, comment on traite en tout cas la trahison, le mensonge d'un être proche qui est décédé. Parce que du coup tu peux pas régler tes problèmes avec, tu peux pas régler tes conflits avec. Et c'est une thématique que je trouve très intéressante. C'est au moins la deuxième fois que je le vois, puisque l'autre fois où je l'ai vu c'était dans Colleen Hoover, Regretting You, je crois que c'est le titre. Et je trouve que c'est assez rare, donc intéressant de voir comment c'est traité dans les bouquins. On continue dans les romances, mais cette fois-ci lu beaucoup plus récemment, donc pas d'avis vraiment très construit. Fan Squad de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche. Je l'ai lu en numérique, pas en livre audio, mais bien sur Nextory, et je l'ai adoré, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il fallait absolument que je me l'achète en papier, et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était quand même une bonne briquette. Plus de 600 pages la bête quand même. Pour le synopsis de base, on y suit Elvis, qui est une jeune femme extrêmement fan d'un groupe. Je sais plus comment s'appelle le groupe, et là je vois pas. Les Handful. Et il s'avère que elle va se fourrer dans un guêpier pas possible. Du jour au lendemain, on va lui demander d'être leur community manager. Et bah, elle avait pas envie pour pas se faire... Enfin, pour pas que sa fausse image d'eux soit brisée. 2, elle avait pas envie parce que... en fait son chef il veut que son diabète soit caché aux membres du groupe, et c'est quand même très dangereux pour elle, sauf qu'elle va pas vraiment avoir le choix et va finir par accepter
joie et bonheur, parce que le groupe est convaincu qu'elle ne les connaît pas. Voilà, donc en plus elle va devoir faire semblant de pas les connaître du tout. Et bref, c'est une histoire très addictive que j'ai vraiment beaucoup aimée. Les personnages principaux passent leur temps à se balancer des pics et j'adore ça. Alors j'ai écrit un truc, parce que j'avais quand même un petit peu écrit dans mon téléphone, que je ne comprends plus maintenant avec le recul, donc écoutez, je sais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai écrit la voix d'Ox, donc peut-être son point de vue, qui apparaît à la moitié du bouquin, c'est pas fou, ça donne trop de similitudes au point de vue. Je sais pas. Bref, le personnage masculin a apparemment un point de vue qui apparaît qu'à la moitié, et ça fait bizarre. Que voulez-vous? Je mets un gros big up parce qu'il y a encore du handicap, merci CS Quill, et là on a une meilleure amie aveugle, voilà. Et tout ne tourne pas autour de ça du tout, au contraire, mais par contre on fait très régulièrement des vannes dessus, sans que ce soit validiste, et c'est quand même très drôle. Bref, en conclusion, c'était vraiment excellent. Je suis presque en train de me demander si c'était pas mieux que Campus Drivers. Gros coup de cœur, et je vous conseille très vivement, même si les pavés vous font peur comme moi, au pire lancez-vous comme je vous le disais sur Nextory, toujours notre lien en barre d'infos pour 45 jours gratuits. Ça vous permettra de vous faire une idée si vous aimez ou pas. Voilà, bref, une excellente lecture. On reste dans les romances et on retourne en été avec L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren aux éditions Hugo Poche, là aussi. Et on n'est pas sur un coup de cœur, mais on est quand même sur un bon 10 sur 10. Donc une excellente lecture, juste il n'y a pas eu de coup de cœur. Petite note avant de partir sur l'avis à proprement parler, c'était mon tout premier Christina Loren. Et au niveau du pitch, on part sur un Enemies to Lovers, puisque nous avons un couple qui va se marier, sauf qu'il s'avère que les gens au mariage mangent tous des fruits de mer avariés, sauf le témoin du marié et la sœur de la mariée. Et du coup c'est les seuls qui sont aptes à partir en lune de miel à la place des époux. Et ils vont y aller, et le problème c'est qu'ils peuvent pas se piffrer. Sauf qu'ils doivent faire croire à tout le monde que ils sont quand même amoureux et que ce sont eux le couple. Je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment ils doivent faire semblant que machin, juste ils doivent prendre la place des deux autres quoi. Je ne vais évidemment pas vous donner le détail, mais il y a un plot twist que j'ai adoré et que je n'ai absolument pas vu venir. Il y a une alchimie dans le couple principal là. Pareil, les pics et tout, et la romance une fois qu'ils se rapprochent là, ouh c'était chaud. Encore une fois, on est sur un He Falls First. Youp. Je pense vraiment qu'en romance, c'est ma trope préférée. Je sais pas pourquoi, mais j'adore cette trope. C'était absolument idyllique parce qu'évidemment, vu la couverture, vu le titre et tout, vous vous doutez bien que la lune de miel, c'était pas au fin fond J'allais te dire un truc méchant pour un département au pif là. Non, au fin fond du trou du cul de la France, on va juste dire ça. Bref, c'était vraiment idyllique, je voyais tout très bien. Les descriptions étaient donc très bonnes puisque j'arrivais sans aucun souci à me visualiser et à vivre avec eux l'île paradisiaque, les expériences et tout. Et je sais plus parler, j'arrête pas de bégayer. Ce qui en fait donc vraiment une romance parfaite pour l'été, là aussi. Là aussi j'ai mis un petit big up sur le concept de base qui est quand même très novateur et qui m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs la lecture en elle-même m'a beaucoup donné le sourire. On ne peut d'ailleurs pas s'arrêter de lire parce que vraiment c'est extrêmement addictif et je l'ai lu très rapidement, je sais plus en combien de temps, et puis j'étais en vacances donc ça joue, mais je l'ai lu très rapidement. Et enfin, même si je ne me rappelle plus de tous les détails, j'avais mis en avant la scène du massage de couple qui avait été particulièrement drôle. En somme, c'était une très bonne lecture que je vous recommande donc pour l'année prochaine, plutôt, ou alors n'importe quelle saison si vous, ça ne vous arrête pas évidemment. Ensuite, je vais passer aux 3 lectures que j'ai fait exclusivement en numérique ou dont je me suis déjà débarrassée. Et on va commencer avec Le Conte Interdit d'Hansel et Gretel, que je vous affiche là. J'ai plus l'auteur, je vais pas mentir, mais c'est sur la couverture, et comme d'habitude c'est en barre d'infos. On est donc sur une réécriture particulièrement affreuse d'Hansel et Gretel. Je vais pas mentir, je ne connais plus le pitch de base, je me rappelle de ce qui se passe, mais pas du pitch, donc je vais rien vous dire parce que j'aurais trop peur de vous spoiler. Mais comme d'habitude, on est sur une réécriture, comme je le disais, glauque et dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, d'un conte, et donc Hansel et Gretel ici. Hansel et Gretel, il y a eu de grosses problématiques autour de ce livre-là, notamment parce qu'il a été poursuivi en justice au Québec, parce que je rappelle que les contes interdits sont des livres québécois de base, et il a été poursuivi en justice parce que il y a des propos vraiment... c'est pas compliqué, hein, pédophile, ce genre de choses. Et une nana s'offusquait parce que, selon elle, ça encourageait le viol, la pédophilie, l'inceste, ce genre de choses. Déjà non madame, hein, on se calme, mais du coup ça allait très loin et il n'est plus du tout commercialisé, en France en tout cas.
Je pense pas que là-bas non plus, mais bref. C'est pour ça aussi que vous voyez partout sur les comptes interdits de la petite pastille -18. Alors elle est vraiment petite, mais elle est là, je vous jure. Et il y a bien écrit pour public averti, derrière ou devant aussi. Bref, c'est écrit en tout cas. Et du coup, ce livre-là, vous le trouverez pas en papier en France du tout. Donc c'est pour ça que je vous invite à l'avoir sur Nextory, parce que là-bas, il est dispo. En plus, la madame, elle a fait tout un foin sur un livre... Bref. En fait, les contes interdits, la plupart du temps, soit c'est pas aussi violent que ce que je pensais, soit ça l'est, mais c'est justifié, il y a un sens, il y a une raison. Là, j'ai trouvé ça excessivement gratos. Il y a plein de fois où je me suis juste fait la réflexion de pourquoi c'est aussi violent, enfin ça dessert quel objectif, parce que vraiment j'ai pas là. J'ai pas compris. Après ça a marqué mon esprit c'est sûr, mais si c'est pour le marquer comme ça, est-ce que vraiment ça m'intéresse? Je sais pas. Donc maintenant que c'est passé, tant mieux, mais je vous avoue qu'il y a des périodes dans ma lecture où j'étais en mode est-ce que vraiment je vais continuer parce qu'on n'avance pas, il se passe un peu rien dans l'histoire sauf des trucs affreux, donc est-ce que ça m'intéresse vraiment? Mais je me suis motivée à terminer parce que c'est le premier tome d'une série, trilogie si je vous dis pas de bêtises, dans les contes interdits, c'est-à-dire que il y a 3 types de contes interdits. Le conte interdit complètement indépendant du reste, celui-là, vous lisez dans n'importe quel ordre, on s'en fout. Le conte interdit qui va faire référence à d'autres contes interdits déjà passés, mais au pire si t'as pas la ref, tu survivras, c'est pas grave. Cela c'est mieux si tu as la ref, mais après si tu l'as pas, comme tout le monde s'en fout, c'est pas très grave si tu les lis dans le désordre aussi. Mais l'exception, c'est celle-là du coup, Hansel et Gretel et les suites que je vous mets en barre d'infos ou en sous-titres là parce que je sais plus lesquels sont après normalement. Mais il y en a qui suivent, je crois que c'est Boucle d'Or et il y en a au moins un troisième après, je sais plus lequel. Et là, eux, faut vraiment les lire dans l'ordre. En tout cas, les livres de cet auteur-là, faut vraiment les lire dans l'ordre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé en règle générale de me lire les contes interdits dans l'ordre. Donc la prochaine fois que j'ai envie de me lire un conte interdit, je sais quel est le suivant sur ma liste, en l'occurrence c'est les 3 petits cochons. Mais bref, conclusion, c'était pas dingo, j'espère que la suite en vaudra la peine. Ensuite on va parler de Campus Driver 5, que je n'ai pas parce que je l'ai déjà redonné à Laurine. En gros, je le lui achetais parce que je bosse en librairie, c'est facile pour moi d'acheter des bouquins. Je le lui achetais, je le lisais et je lui repassais après. Comme ça, elle l'a, moi je l'ai lu. J'avoue que si ça se trouve, Laurine voulait qu'on en parle en update commun, mais écoutez, c'est trop tard. Les Campus Drivers, rappel que je vais essayer d'être rapide, c'est des personnes, j'allais dire des gars, maintenant il y a une fille dans un des tomes, qui conduisent des vieilles voitures qui permettent aux étudiants de leur campus de se déplacer et de se balader comme si c'était des Uber en fait. On en est au 5e tome, on n'est plus du tout avec nos héros de base même si on les croise régulièrement. Et ici on est avec Tori d'une part et Luc de l'autre. Et j'ai pas trop envie de vous dire exactement de quoi ils retournent. De toute façon je vous invite vivement à lire les 5 tomes. À la limite passez le 3 si vous voulez. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, comme la plupart des autres, mais vraiment beaucoup. Ici on tourne un peu autour de la chance, de la poisse au contraire, de la sorcellerie et tout, et j'ai trouvé que ça changeait du reste. J'adore toujours autant les personnages de C.S. Quill, qui savent se montrer quand même très très drôles. J'aime ce qu'écrit C.S. Quill, on l'a déjà vu avec Fan Squad tout à l'heure, mais je le dis, je le redis, je suis grande fan de C.S. Quill. À la fin il se passe un truc que je ne vais pas pouvoir détailler outre mesure, mais à la fin il se passe un truc que j'ai vraiment adoré, qui était beaucoup trop mignon. Je crois aussi que c'était mon tout premier fake dating, et écoutez, j'ai plutôt bien aimé. En bref, c'était une excellente lecture qui m'a vraiment beaucoup plu, et je vous encourage très vivement à vous lancer dans les Campus Drivers. Et enfin, on va aborder le dernier livre de cet update, et malheureusement on va redescendre du piédestal sur lequel on était monté, puisqu'on va parler de Veiller sur elle, le prix du roman Fnac et le prix Goncourt de cette année 2023. Enfin, cette année. Vous me regardez peut-être en 2024. Dans ce cas-là, bonne année, écoutez. Bref, version courte de l'affaire. Ma chef m'a dit tu dois le lire parce que t'es responsable du rayon littérature et que y a une réunion, une formation, appelez ça comme vous voulez, autour de ce livre-là et notamment avec l'auteur. Donc il faut que d'ici à la réunion, tu aies lu le bouquin. J'étais enchantée parce que il ne me faisait vraiment pas envie de base. Bref, d'autant plus que c'était un gros pavé de 600 pages, j'étais en mode super. Alors heureusement j'étais pas obligée de l'acheter puisqu'il y a un système d'emprunt au boulot, si on en a une certaine quantité en tant que libraire on peut en piquer. Donc j'en ai pris un, j'ai commencé à le lire et j'ai sorti les rames. Ça a été extrêmement fastidieux
puisque c'est un roman où on va suivre Mimo de son enfance à sa mort, tout simplement, qui a pour objectif dans sa vie de devenir sculpteur, mais il va avoir des bâtons dans ses roues, et on va suivre d'autre part Viola, qui elle est une femme de bonne famille, mais c'est une femme. Donc elle va être très limitée, ce qui est très dommage puisqu'elle est excessivement intelligente. Donc on va suivre chacun leur combat, lui à cause de quelque chose que j'ai pas envie de vous spoiler, même si c'est dévoilé dans les 50 premières pages, et elle, à cause du sexisme et du patriarcat tout simplement. On va avoir aussi la montée du fascisme en Italie, puisque l'histoire se déroule à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. En bref, c'était donc clairement pas mon style, mais je pense que ça sera celui de ma mère, puisque, en tout cas j'espère, parce que je lui ai pris pour un Secret Santa. Je suis tombée sur ma maman, et donc je lui ai pris Veiller sur elle, parce que pour elle c'est complètement sa came. Et donc sachant qu'il a eu 2 prix, je pense que quand c'est notre came, on est susceptible de l'apprécier. Mais moi ça n'a pas été mon cas, je n'ai trouvé aucun intérêt à ce livre, et encore moins à ce qu'il fasse 600 pages. Mais bon, comme je le disais, c'est pas mon style de lecture, donc c'est probablement très logique. J'étais en train de bien galérer comme il faut à lire le livre, et j'étais vraiment en train de me mettre la pression en mode mince, faut vraiment que je le lise d'ici à la réunion. La réunion est dans pas si longtemps et je n'avance pas. Et là, béni des dieux soit, le livre audio. On revient avec Nextory, je suis désolée, je ne parle que d'eux aujourd'hui. Mais ils m'ont sauvé les fesses. Jamais de la vie j'aurais fini ce livre en temps et en heure s'il n'y avait pas eu le livre audio. Mais ça ne m'a pas plus fait apprécier le contenu du livre, malheureusement. Il y a eu un jeu de chat et de la souris entre Viola et Mimo que j'ai pas supporté. Vraiment, ça m'a saoulée. Vraiment, le jeu de la souris, le jeu du chat et de la souris, en règle générale, j'aime pas ça, mais alors là, c'était encore pire. Le héros a une particularité, la fameuse qu'on découvre très rapidement, mais que je ne veux pas vous dévoiler. Mais clairement, ça n'a pas été assez utilisé à mon sens. C'était pertinent, hein, la particularité de base, mais elle n'a pas été utilisée, ou très peu en tout cas, et du coup j'ai été un peu déçue de ça. Comme je le disais, thématique de guerre mondiale et de montée du fascisme, et j'en avais rien à péter, mais alors, rien du tout. Vraiment j'avais envie, enfin, j'aurais bien skippé des paragraphes, mais j'écoute mes livres audio pendant que je fais autre chose, donc je peux pas vraiment faire ça. Mais m'a saoulée. Par contre, j'ai bien aimé le côté évidemment féministe de Viola. On reviendra plus tard sur pourquoi j'ai dit ça comme ça. Parce que féminisme, hein, je vais pas dire non. Et donc pourquoi j'ai dit Viola et Mimo, parce qu'il se trouve que le narrateur, enfin les narrateurs, parce qu'il y a une alternance entre 2 narrateurs, mais surtout le narrateur, est probablement d'origine italienne, voire italien, parce qu'il parlait très bien français, mais dès qu'il y avait un nom propre à prononcer en italien, il le faisait, et du coup il mettait bien l'accent, et autant au début ça fait un peu sourire et très bizarre, autant au fur et à mesure on s'y fait, et j'aime bien, et vraiment, j'ai adoré. Le livre est tellement long, et j'avais tellement peu d'intérêt pour la chose, que sur la fin je me suis embrouillée dans les personnages. Alors évidemment pas les 2, 3, 4 principaux, mais les secondaires, là au bout d'un moment, il n'y avait plus rien pour me rattraper aux branches, et j'étais tous en train de les mélanger. D'ailleurs, en parlant de trop fourni, il y a certaines storylines ou personnages, j'ai même pas compris leur intérêt. Je sais pas pourquoi ils étaient là. Mis à part faire gratter des pages à l'auteur qui voulait écrire plus, j'ai pas compris. Ah oui, il y a ça aussi que je vous ai pas dit. Il y a un mystère autour d'une pietà. Écoutez, je ne savais pas ce qu'était une pietà, vous le découvrirez si vous lisez le bouquin, si j'ai pas réussi à vous en dégoûter. Mais il y a un mystère avec une pietà, et en gros, tout le long, on essaye de dire « Ah, la pietà, qu'est-ce qu'elle a? Ah, pourquoi elle est bizarre? Ah, pourquoi elle attire tout le monde ?» Et en gros, tu le découvres qu'à la toute fin, et c'est un peu ce qui est censé te garder et te tenir en haleine. J'en avais rien à secouer. Mais alors, rien du tout. Vraiment rien à faire. Rien à faire. Bref, sur le contenu du bouquin, c'était la dernière chose que j'allais vous dire, mais je vais quand même parler brièvement de la réunion avec l'auteur. Je suis bien contente d'avoir réussi à lire le livre avant, parce que l'auteur était absolument adorable, une vraie crème, et les gens ont quasiment tous adoré le bouquin, sauf moi, donc je me suis un peu tue dans mon coin. Et on lui a posé plein de questions super intéressantes, auxquelles il a eu des réponses super intéressantes aussi, et heureusement que j'ai fini avant, parce que je pense que si je l'avais pas lu du tout avant, j'aurais eu très envie de lire son livre, et du coup ça aurait été encore pire, parce que j'aurais été dégoûtée de pas du tout aimer. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir lu avant, comme ça, pas de dégoût de « Ah mais ça avait l'air si bien, pourquoi ça m'a déçu ?» Voilà. Et, dernière anecdote, et après je vous fiche la paix, le pire c'est qu'il y avait des gens qui ne l'ont pas lu, le bouquin, pour la réunion. Et du coup, pendant toute la réunion, on n'a pas pu parler des thématiques importantes qui étaient estimées comme spoilantes, parce que justement, ils voulaient pas spoiler ceux qui l'avaient pas encore lu.
Du coup j'ai le seum parce que je l'ai lu pour rien entre guillemets. Mais enfin bon, je viens de lire juste avant, valait mieux que je le lise avant, sinon j'aurais eu envie de le lire et j'aurais été d'autant plus dégoûtée. Bref. C'est tout pour cet update de lecture adulte, mais non pas du tout. Mais non. Mais non. Je suis convaincue de vous avoir déjà parlé de Strange de Geneviève Dama, je sais plus. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Aux éditions Grasset, mais dans le doute, je vais le refaire brièvement. J'ai eu un coup de cœur pour ce tout petit livre adulte, tout petit parce qu'il fait moins de 200 pages, et que, clairement, ils se sont fait plaisir au niveau des marges. Ça a été une vraie merveille, puisqu'ici, on suit Nora, qui était Raphaël au masculin, mais en fait a fait une transition et n'a pas vu son père depuis, et c'est une immense lettre ouverte à son père pour lui expliquer que elle n'est plus l'enfant qu'il a connu et lui expliquer toute sa transition, etc. etc. Et c'est terriblement touchant. J'ai failli pleurer à plusieurs reprises, mais j'étais vraiment dans des endroits où il fallait pas pleurer, donc j'ai dû faire des pauses dans ma lecture, mais c'était extrêmement touchant, ça m'a énormément plu, et c'est une petite merveille à mettre entre toutes les mains. Ça s'est lu très très vite, c'était très addictif, comme je l'ai dit c'était tout petit donc c'est pas surprenant, mais quand même c'était très très addictif et même si je m'arrêtais pour m'empêcher de pleurer, j'avais quand même très 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 envie de continuer. Et enfin dernière chose, je vous ai dit que je faisais vite, je l'ai trouvé extrêmement juste et extrêmement touchant, donc si vraiment c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous invite vivement à lire ce livre, il était vraiment 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 très très bon. Et c'en est tout pour moi, c'était les 9 livres adultes et ou de romances que j'avais à vous présenter. J'espère que cet update vous aura plu. Je vous invite fortement à mettre un tournesol, parce que j'aime les tournesols, ou un soleil pour représenter l'été passé depuis longtemps, mais dont je viens de vous parler. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!